Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Si vous écoutez le podcast depuis un petit moment maintenant, vous savez à quel point j'aime les voyages un peu fous et les défis qui nous poussent dans nos derniers retranchements. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire de Thibaut. Après leur mariage, Thibaut et sa femme ont décidé de faire un grand voyage pour leur lune de miel. Très vite, ils pensent à un périple en vélo et décident de rallier la France au Vietnam, le pays d'origine de sa femme et où ils habitent actuellement. Cet itinéraire représente un peu plus de 16 000 km et ils ont alors l'idée de collecter des fonds pour une association qui offre des soins et des programmes d'éducation aux enfants vietnamiens de milieux défavorisés. Thibaut revient sur cette année incroyable qu'il a vécue avec sa femme sur les routes du monde. Étape par étape, il nous fait revivre leurs moments forts, les rencontres qui les ont marqués et comment a avancé la collecte de fonds au profit de l'association pour laquelle ils ont pédalé sans relâche. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Thibaut. Salut. Bienvenue dans le podcast. Très content d'être là. Ça me fait très plaisir aussi d'être là avec toi aujourd'hui. Parce que plus on va parler d'un voyage un peu fou. Donc ça c'est cool, on aime les voyages fous par ici. Je vais commencer par te demander de te présenter, nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens et nous parler de ton parcours pro en 2-3 mots. Bonjour à tous, je suis Thibaut. J'ai 31 ans, je suis né à Levallois-Perret, donc en banlieue parisienne, et j'ai vécu une partie de ma vie à Paris, puis ensuite en Vendée avec ma famille, qui est un peu le fief familial. Et au niveau des études, j'ai fait une prépa à Paris, ensuite une école de commerce à Lille, l'EDEC, et ensuite je suis parti notamment en échange à Taïwan, donc en Asie du Sud-Est, ce qui m'a donné un petit peu le mojo pour l'Asie du Sud-Est. Et du coup, ensuite, j'ai trouvé mon premier job en VIE au Vietnam. Voilà, pendant 2 ans, qui ont été prolongés en 2 ans supplémentaires en contrat local. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme au Vietnam. Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'où est-ce que te vient la passion du voyage? Est-ce que tu penses que toi, c'est arrivé petit, avec ta famille par exemple, ou est-ce que c'est justement après, pendant tes études? Alors je pense effectivement que c'est en très grande partie à travers ma famille. En fait, j'ai 2 grands-pères, d'un côté paternel et l'autre maternel. Logique. Jusque là, ça va. Et ils étaient 2 voyageurs, mais très différents. L'un du côté maternel, on se surnommait Bon Papa, et lui, il était vulcanologue, donc il allait partout à la recherche des volcans dans le monde entier, donc en Chine, en Amérique du Sud, et donc à la campagne durant l'été, il habitait en Creuse, et voilà, il y avait ces albums avec toutes ces photos, donc de Chinois, de Sud-Américains, etc. Donc ça a forcément suscité, je pense, des vocations chez moi. Et de l'autre côté, donc mon grand-père paternel, son surnom c'était Poufy. Parce que quand il était plus jeune, il était gros comme un petit pouf. Oh. Et voilà, c'était un petit surnom affectueux. Et lui, aussi un grand voyageur. Et lui, c'était plutôt à travers la photo et l'art. Donc il avait un côté très artistique, très inspiré par les cultures aussi sud-amérindiennes et la Grèce, etc. Donc je pense que voilà, il y a pas besoin de chercher plus loin. C'est vraiment ces 2 personnes qui ont suscité chez moi le goût du voyage. Et puis ensuite avec mes parents, qui nous ont toujours incités à explorer, à voyager. Au départ, c'était faire des petits voyages en vélo.
Puis après, ouais, c'était parcourir le monde. Donc ouais, on avait ça vraiment dans les gènes, on va dire. Toi, t'es quel type de voyageur finalement? Plutôt aventurier? Ouais, complètement. J'adore vraiment l'inconnu et je voyage en grande partie pour les rencontres. Pour moi, ouais, c'est de pouvoir rencontrer des gens de façon authentique et ouais, et plus pour moi, plus la rencontre n'est pas forcée, plus elle est due au hasard ou à la nécessité, je sais pas, mais plus elle est comme ça, plus justement c'est quelque chose qui me plaît. Donc ouais, pour moi un voyage, bon il faut pas partir la fleur au fusil non plus, mais il faut savoir un peu près où on va, de quel matériel on a besoin, mais je suis pas du tout du genre à planifier au jour le jour ce que je vais faire. Ouais, je vois. Toi, c'est pas enfin, je sais pas si on peut dire une passion, mais ton amour et la fascination pour l'Asie sont venus finalement après, c'est ça? Enfin, je veux dire, une fois que tu as été dans tes études, tout seul de ton côté? Ça a joué, mais je pense que c'est venu aussi de mon côté familial, de mon grand-père paternel. Lui, il avait aussi j'en ai pas parlé, mais oui, il avait un amour assez profond pour le Japon. Et en fait, c'est une petite digression qui, j'espère, va pas prendre trop de temps, mais j'ai un de mes ancêtres, c'est Georges Clemenceau, le tigre, connu par certains Français. Et lui, en fait, il avait un attrait très profond pour le Japon, la culture japonaise et l'Asie en général. En fait, aussi, j'ai baigné dans cet environnement-là, c'est soit des anciennes estampes ou des récits de voyage, etc. Des anciennes lettres qu'on a toujours à la maison. Donc, ouais, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Et ensuite, ouais, c'est par les rencontres, les stages que j'ai faits ou les échanges en Asie du Sud-Est que petit à petit, j'ai construit mon nid là-bas. C'est ça, parce qu'en plus, quand tu fais des VIE, tu parlais de VIE, Ouais. tu choisis aussi comme par rapport à la destination qui te plaît. Donc toi, t'es allé en plus de toute façon plutôt chercher des postes là-bas. Ouais, exactement. Je voulais absolument trouver un VIE en Asie du Sud-Est. Ah, voilà. Et pour la petite histoire, pour mon VIE, j'avais le choix entre, comme j'ai eu un bon classement dans les entretiens, donc il m'avait donné le choix entre l'Australie, le Vietnam et la Jordanie. Et puis ouais, j'ai dit tout de suite OK pour le Vietnam. Ah ouais. Ah, ah. On va finir de brosser un peu le tableau avant de parler du voyage dont on est censé parler aujourd'hui. Toi, le vélo, c'est quelque chose depuis tout petit qu'est-ce que... Ouais. Ouais, exactement. Et aussi, oui, je pense pour moi, il y a pas il faut pas aller chercher à midi à 14 heures. Quand j'étais petit, bah, mon père m'a mis très vite sur un vélo, un tricycle, qui est ensuite devenu un vélo. Et puis, notamment, j'ai passé beaucoup de mes étés en Creuse, donc dans le centre de la France. Et bah, il y a pas forcément grand chose à faire Oui, je quand on est confirme. ado. Mais c'est magnifique. C'est quand même un endroit Oui, magnifique. oui, oui. Et du coup, le vélo est très vite devenu en fait un instrument de liberté parce que avec le vélo, je pouvais aller par moi-même au village du coin, aller acheter mes bonbons, voilà. Sinon, je pouvais aller voir mes amis à droite à gauche. Donc, c'est vite devenu un synonyme de liberté. Puis très vite avec les cousins ou les amis, voilà, on se faisait des sorties vélo. Au début, c'est une journée, et puis après, on va toujours plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et jusqu'à ce que je fasse, je crois quand j'avais quel âge, 20 ans, un grand voyage avec mon frère. On a fait Vendée jusqu'à la Slovénie, et puis après on était passé en Italie. C'est quelque chose comme 4000 kilomètres. Ah ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui vous a pris comme ça. Vous vous êtes dit, oh, ça pourrait être fun, on y va, quoi. Ouais, c'était quelque chose. Enfin, je voulais vraiment faire un long Mm. voyage. Au début, je voulais le faire à cheval parce que Ah ouais. j'aime beaucoup monter à cheval, et logistiquement, c'était quand même très compliqué de partir tout seul. Et finalement, j'ai dit ouais, je vais faire ça en vélo, j'aime bien le vélo. Et mon père, en fait, m'a dit ouais, ça me plaît pas trop que tu partes tout seul, donc il a convaincu un de mes frères de partir avec moi. Et ouais, c'était quelque chose d'exceptionnel de vivre ça à deux, parce que ouais, c'était la pure découverte. On était parti avec des vélos vraiment basiques de chez Basique, vraiment pour aller à la supérette du coin. Et puis ouais, on a rencontré des gens fabuleux. Et puis c'était surtout ce rythme du vélo, de pouvoir camper là où on voulait. C'était incroyable. Donc c'est ça qui,
après ce voyage de 4000 km avec mon frère, je me suis dit, au fond de moi-même, ouais, je ferai un truc encore plus grand la prochaine fois. C'est ça, ouais. Donc c'était vraiment la découverte de ce mode Ouais, de voyage, quoi, pour toi. Donc avec ton frère. C'est beau? ouais, ouais, c'était beau et puis ouais, encore une fois, ouais, les gens qu'on a rencontrés et puis l'expérience à deux frères, c'était ouais, quelque chose qui nous a marqué aussi à vie tous les deux. Ouais. On va peut-être expliquer comment est-ce que tu as rencontré ta femme, du coup, quand tu Ouais, étais en... Et comme c'est ça, on va pouvoir enchaîner sur ton la dernière voyage pièce du de puzzle. noces. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu le contexte de ta vie à ce moment-là. T'étais en VIE, c'est ça? Ouais, ouais, je venais d'arriver au Vietnam. Et puis en fait, j'ai un ami qui était aussi un collègue qui connaissait, on va l'appeler Léa. C'est son nom occidental, mais son Ok. prénom vietnamien c'est Hang Nguyen. Donc c'est un peu compliqué à prononcer. Donc au niveau des tons des syllabes, etc. Donc on va l'appeler Léa, si tu es d'accord. Bien sûr, mais c'est surtout si elle est-ce qu'elle est d'accord. Oui, oui, bien sûr, à 100%. Et ben alors c'est parti pour Léa. Ouais, et donc oui, on avait un ami en commun en fait, et puis qui a un peu joué les entremetteurs, et du coup, ben on s'est échangé nos numéros de téléphone via cet ami, euh, et puis voilà, on a communiqué de façon tout à fait basique sur Messenger, et puis jusqu'au jour où on a décidé de se rencontrer, Ah, et voilà, on s'est rencontrés dans un petit café vietnamien de Saigon, très très joli. Du coup, à partir de ce moment-là, ouais, on s'est plus vraiment lâché. Et ouais, quand je l'ai rencontrée, c'était une fille, on va dire très différente. Léa d'hier était très différente de celle d'aujourd'hui. Elle était très timide. Elle parlait un anglais qui pouvait être assez hésitant. Puis le jour où je l'ai rencontrée, j'ai pas une seule seconde, j'ai pensé dans ma tête, tiens, elle m'accompagnera peut-être un jour dans mon grand voyage à vélo. c'était pas prémédité. Non, non, c'était pas du tout prémédité. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaillait pour une banque américaine qui s'appelle Citibank, mais ça lui plaisait pas du tout. Voilà, elle avait la sensation de s'être trompée d'orientation, etc. Donc ouais, finalement pour nous deux, parce que pour moi c'était ouais bon, je saute un peu les étapes, mais pour nous deux en fait la fin de mon travail ici au Vietnam et elle, on va dire, la fin aussi de son travail dans cette entreprise, c'était le bon moment, c'était le moment opportun pour faire ce voyage. Le VIE, déjà, on va dire, c'est Ouais, 2 ans, 1 an ou 2 ans, 1 an ouais. renouvelable, c'est 2 ça? ans, ouais. Ok, 2 ans, on part Ouais, sur c'est deux ça. ans. Donc toi, tu l'as rencontré au début de ton VIE. Ouais, Voilà, donc il y a les 2 ans qui s'écoulent. Elle, c'est ça. elle est dans son poste où elle se retrouve pas vraiment. Donc Mm. vous, quand vous vous rencontrez au bout des 2 ans, vous êtes Mm. vraiment ensemble après 2 ans. Ouais, ouais, après Ça va 2 ans, on assez est vite, vraiment oui, c'est ça. ensemble. Ouais, ouais. Et Ok, après, en fait, on se marie, on s'est marié, on va dire, 3 ans après mon arrivée au Vietnam. ok. Et 4 ans après, c'est le moment, on va dire, où on est rentré en France pour bien préparer le voyage. Et c'est... Non, il n'y a pas encore le Covid à l'époque. Ta famille a pu peut-être Non. venir vous voir, Ouais, etc., quoi. ouais, ouais. Oui, ils sont C'est venus pas nous les grandes voir. rencontres à ce moment-là. Non, 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 non. Non, Ok, non, ils étaient venus nous voir et puis super. ouais, ouais, ils avaient pu se rencontrer. Et puis non, non, parce que donc ça c'est ouais, c'est la seule chose que je voulais mettre aussi en avant, c'est que ouais, moi, bah, comme t'as pu le voir, de mon côté, moi j'avais une famille plutôt qui nous poussait à voyager, à faire des choses plutôt aventurières. Ouais. Alors que nous, alors que Léa de son côté avec sa famille, eux ils étaient beaucoup, c'est une famille plus traditionnelle vietnamienne. Donc elles sont 4 filles dans cette famille et leurs parents étaient hyper protecteurs en disant, voilà, en gros ils disaient tout le temps fais attention à ceci, fais attention à cela. Donc pour eux faire du vélo même plus de 3 kilomètres, c'était quelque chose, même pas, enfin ils pouvaient même pas imaginer ça en fait. Et donc elle avait pas vraiment fait de voyage à vélo du coup. Donc c'est-à-dire que toi, tu lui as... Comment ça Zéro. s'est fait? Est-ce que tu lui as parlé de ton... C'est toi qui lui as parlé de ton envie de repartir à vélo? Comment est-ce que...
Comment est-ce que vous prenez la décision de faire un voyage à vélo, on va dire? Peut-être on va commencer par là. Déjà, voilà, disons que là, on se situe 3 ans après mon arrivée au Vietnam. Donc là, on s'est mariés. Et puis, je voyais qu'à la fin de l'année, justement, mon poste, mon contrat allait se terminer au Vietnam. Mon entreprise souhaitait que je rentre en France. Et donc, à la Défense, etc., bon, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est le moment ou jamais pour faire ce voyage. On vient de se marier, on n'a pas encore d'enfants. Donc c'est plutôt au départ un désir de ma part. Et donc je crois que je lui ai sorti juste un jour comme ça, de but en blanc. Est-ce que ça te dirait de partir sur les routes avec moi pendant un an? Au début, on savait pas si on allait faire Vietnam-France ou France-Vietnam. Et je m'attendais vraiment à ce qu'elle me pose 10 000 questions, 10 000 craintes, qu'elle me dise non, je peux pas le faire. Et elle a dit oui tout de suite, en fait. Donc ça m'a vraiment, elle a dit oui tout de suite, sans question. Donc ça m'a beaucoup surpris. Ah, c'est marrant ça. Vous décidez de partir depuis la France, donc vous rentrez en France, et c'est là où vous Ouais. commencez vraiment à préparer votre voyage? Non, on va dire qu'il restait encore peut-être 6 mois avant le départ du Vietnam. Donc là, on a quand même fait, parce que voilà, physiquement, il fallait que elle puisse se mettre au niveau. Donc voilà, on a trouvé un ou deux vélos à Saigon, au Vietnam, et puis on pédalait 2-3 fois par semaine. Faut savoir qu'à Ho Chi Minh, t'as Ho Chi Minh ou Saigon, selon, il y a 11 millions d'habitants, je crois, ouais, quelque chose comme 9 millions de motos. Donc pour faire du vélo, c'est pas hyper pratique. Et surtout que c'est tout plat. Okay. C'est vraiment tout plat. Donc pour s'entraîner à gravir des montagnes, etc., c'était pas l'idéal, mais c'était déjà un début. Puis ouais, on a pu rassembler toutes les infos disponibles, notamment pour l'achat du matériel, des vélos. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de commencer en France, parce que c'était beaucoup plus simple de rassembler tout le matériel. Généralement, les marques de vélos pour les tentes, etc., elles sont plutôt européennes ou américaines. Donc rassembler tout le matériel au Vietnam, ça aurait été beaucoup plus cher et plus compliqué. Ah, ok. Et aussi, c'était pour Léa, c'est-à-dire que pour elle, je pense que voilà, pour commencer en Europe, tu vois, il y a des véloroutes, donc des routes spécialisées pour les vélos. C'est un peu moins dangereux dans certains endroits, donc c'était mieux pour elle pour s'acclimater, trouver son rythme, plutôt que de commencer par le Vietnam avec l'humidité, les grandes routes, les camions. Ça aurait été un peu, je pense que ça l'aurait dégoûté au bout de quelques semaines. Ah oui, d'accord. Donc oui, aller crescendo dans la difficulté, quoi. Ouais, Tout simplement. ouais, c'est ça. Ok. Et alors du coup, comment est-ce que vous vient l'idée de rouler pour une association? Comment est-ce que ça se passe, cette partie-là Ouais. dont on n'a pas encore parlé? Ouais. Alors en fait, quand je suis arrivé à Saigon, j'ai une de mes amies qui était professeure dans une école, donc avec une visée caritative qui s'appelle Poussière de Vie. Donc c'est une association franco-vietnamienne. Comme j'aime beaucoup prendre des photos, elle me dit un jour viens à l'école, je suis en train de mettre en place une pièce de théâtre avec tous les enfants, donc viens prendre des photos, ça leur fera plaisir. Et donc j'ai dit ok. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'asso, la qualité notamment des professeurs et de l'enseignement qui était donné à tous ces élèves qui autrement n'auraient pas la chance d'aller à l'école pour diverses raisons, souvent administratives. Et du coup, après, je me suis dit, j'en ai parlé à Léa, etc. Et on s'est dit qu'on devait faire quelque chose en plus. Donc j'en ai parlé avec la professeure principale et elle m'a dit, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sponsoriser une famille. Si les filles vont voilà tous les jours à l'école, si elles ont des bonnes notes, vous pouvez mettre tous les mois voilà une petite cagnotte sur un compte bloqué qu'elles pourront ensuite utiliser pour leurs études supérieures par exemple ou pour acheter un vélo, des cahiers ou quoi que ce soit. Et en fait voilà on a tissé cette relation avec cette famille, c'était 3 sœurs qui allaient dans cette école. Voilà et en gros on leur disait toujours voilà si vous allez bien à l'école, si vous étudiez sérieusement, eh bien vous pourrez peut-être un jour suivre le métier qui vous plaît ou éventuellement suivre vos rêves. Donc quand nous on a eu l'opportunité de faire ce voyage, c'était obligatoire pour moi de tenter de faire quelque chose pour eux et de lever des fonds. Et en plus à ce moment-là ils prévoyaient de construire une nouvelle école toujours à Saigon. Donc ouais l'occasion était trop belle de faire quelque chose pour eux.
Donc du coup, c'est quoi? C'est un partenariat? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Ça s'est fait vraiment simplement, non, c'était juste un accord, Ok, on va dire, oral. Et ensuite, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur leur site internet en ligne une cagnotte. Donc voilà, soit par virement, soit par PayPal. Et en gros, les fonds allaient directement vers eux, ils transitaient pas par nous. Donc c'était... et vous, sur votre route, du coup, vous parliez de cette cagnotte aux gens autour de vous, etc. Et vous leur proposiez de Ouais. participer. En gros, c'est comme ça que ça s'est fait? C'est surtout les réseaux sociaux Ouais. qui ont fait que les gens étaient prêts à donner. Après, effectivement, on a croisé des gens hyper généreux sur la route qui ont voulu participer. C'est ça. Mais ouais, ça venait surtout des réseaux sociaux partout dans le monde et notamment au Vietnam. On a eu une très belle couverture médiatique au Vietnam, dans les télés, les journaux, etc. Et ça donnait à l'envie à beaucoup de gens de participer. C'est trop cool. Et bon, alors du coup, vous dites, enfin, dès le départ, vous savez que vous allez faire donc France-Vietnam de toute façon à vélo, que vous allez rouler pour une association. Comment est-ce que vous définissez votre parcours? Comment est-ce que vous réfléchissez à cette partie-là? C'est une bonne question. Mais je pense qu'il y a deux composantes principales. La première, c'est les visas, et la deuxième, c'est la météo. Donc en fait, tu utilises ces deux paramètres et ça fait à peu près ton trajet, parce on a l'impression qu'il y a 1000 solutions, 1000 trajets possibles, mais c'est pas toujours le cas. Alors, avec un visa, un passeport français, tu as accès à beaucoup de pays, comme tu le sais sûrement, mais comme tu l'as expérimenté, mais avec un passeport vietnamien, il y a un nombre de pays qui est beaucoup plus restreint. Ah ouais. Par exemple, la Turquie, c'était impossible de passer en Turquie avec un passeport vietnamien. Il fallait faire un landing visa, donc arriver à l'aéroport avec les vélos dans l'avion. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc, Ah ouais. par exemple, on a dû faire une croix sur la Turquie, etc., etc. Et puis aussi, l'idée, c'était de partir de la France, à la fin de l'hiver, début du printemps, donc en avril, et ensuite de se rapprocher au fur et à mesure du Moyen-Orient, on va dire à la fin de l'été, pour qu'il fasse pas trop chaud, et ensuite d'arriver en Asie du Sud-Est durant l'hiver, donc quand les températures sont les plus basses, et voilà, et où il y a le moins de pluie, où c'est pas la saison des pluies. Donc ouais, c'était les deux paramètres, visa et météo. Donc finalement, le circuit s'est dessiné rapidement, facilement pour ce voyage. Ouais, après, on avait les grandes lignes. À un moment, on avait deux choix. En Iran, on s'était dit soit on part vers le nord, vers tous les pays en Stan, la Chine, Ouais. soit on passe par l'Inde, l'Inde, la Birmanie, donc plus au sud. Et en fait, on est arrivé assez tard en Iran. L'hiver était assez précoce dans les pays en Stan, notamment au Kyrgyzstan. Donc on se serait retrouvé bloqué dans la neige. Et c'est pour ça qu'on a privilégié le passage par le sud, donc par l'Inde, la Birmanie, etc. Et mais du coup, on va parler maintenant vraiment du voyage. Qu'est-ce que tu veux Ouais. nous raconter de... Déjà, ça fait combien de kilomètres, tiens? On l'a pas dit encore, je crois. Ça fait en tout, ça fait 16 025 kilomètres. Ah ouais, donc voilà, quand même, hein. Et Ouais, donc, ouais. qu'est-ce que toi, peut-être des pays tu peux nous parler de pays qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment plu, ou tu peux aussi peut-être nous Ouais. parler de pays que tu as moins apprécié aussi, hein, mais peut-être pour nous donner une idée un peu de ce voyage, quoi. Avec Léa, on est assez d'accord là-dessus. Il y a deux pays qui ressortent vraiment du lot pour nous, c'est l'Iran et la Géorgie, pour des raisons assez différentes. Bah, si tu veux, je peux t'expliquer Bien sûr, pourquoi. vas-y. Donc la Géorgie, ça a été un pays magnifique à traverser. C'était vraiment un pays pour le cyclotourisme entre guillemets qui est parfait. Il y a une densité de population faible, il y a une variété de paysages, les gens sont hyper accueillants et on passait par des canyons, on dormait, on posait la tente près d'un lac, notamment le lac Paravani qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'était vraiment la liberté totale. Et on a croisé des gens fabuleux en Géorgie. Notamment, en fait, avant d'arriver en Géorgie, on a pris le ferry pour traverser la mer Noire, donc qui va de Bulgarie en Géorgie. Et durant la traversée, on a vu qu'il y avait un autre vélo comme nous, un vélo bizarre, avec
plein de trucs dessus. Donc il y a quelqu'un qui est aussi un voyageur au long cours en vélo. Et en fait, c'était une voyageuse qui s'appelle Fanny, une Suissesse, et on a hyper bien accroché ensemble sur le bateau. Et en fait, on a pédalé tous les trois pendant une dizaine de jours, et c'était magnifique en termes un coup de foudre amical. Et puis c'était incroyable aussi pour Léa voilà, qui est aussi une autre fille qui pédale finalement avec nous, qui partage aussi en plus elle voyageait solo, donc c'était encore plus impressionnant, je pense, pour Léa. Ça, c'était 10 journées franchement magnifiques de rencontres, de liberté. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, la Géorgie, je recommande vraiment, déjà rien qu'en tant que touriste, à vélo ou pas, mais je trouve que c'est un pays incroyable de paysages, les gens, les cultures. Il y a plein de cultures qui se croisent entre les cultures turques, russes, européennes. C'est un pays vraiment incroyable. Et l'Iran? Et l'Iran, l'Iran, il y a tellement de choses à dire sur l'Iran. Bah, c'est un pays qui peut faire un petit peu peur au début quand on va dire, si on regarde que CNews et BFM TV. Mais c'est ça. mais quand on regarde les blogs de voyageurs, généralement ils sont assez unanimes sur l'hospitalité des Iraniens. Et donc c'était un pays qu'on voulait absolument faire. Je pense que l'Iran, surtout, enfin la chose numéro 1 en Iran, ce sont des gens incroyablement cultivés, accueillants, généreux. Honnêtement, on avait prévu un petit budget en Iran tous les jours, mais on nous invitait, je pense, tous les jours à dormir chez l'habitant. En vélo, on passe vraiment pas inaperçu sur les routes en plein milieu du désert. Donc très souvent, beaucoup de voitures s'arrêtaient. On avait préparé un petit mot écrit en farsi, donc la langue locale, en disant qui on était, ce qu'on faisait, où on allait. Mais même sans le montrer, les gens dans les voitures nous donnaient des fruits, du thé. C'était incroyable. Donc vraiment l'hospitalité iranienne. Et tu connais le compte des casquettes et baskets on the road? Non, je connais pas. En fait, je les ai invités l'année dernière dans le podcast, et ce qui est rigolo, c'est que ça fait pile poil 1 an que l'épisode est sorti. Lui est d'origine indienne, et en fait, ils ont voulu se marier. Donc c'est avant, tu vois, toi t'as fait le voyage de noces, eux c'est le mariage. Et ils ont voulu aller se marier en Inde avec la famille de son conjoint. Et du coup, ils ont rallié la France en van. Donc ils ont fait 33 000 kilomètres jusqu'en Inde. Et du coup, sont passés en Iran justement. Et ce qui est marrant, c'est que tous les voyageurs avec qui j'échange, qui sont passés par l'Iran ou qui sont allés en Iran, disent exactement la même chose. Pareil, ils avaient un budget voyage pour l'Iran qu'ils n'ont même pas utilisé. Ça, c'est fou. Mais vous êtes vraiment plusieurs à me l'avoir déjà dit, quoi. Ouais. Non, et c'est incroyable, effectivement, c'est ça. Et puis la culture aussi, ce sont des gens hyper cultivés. Ils ont tous fait, un soir, on était invités chez notre hôte, je pense que tu connais, sur Warm Showers, tu sais, le site warmshowers.com, c'est un site de gens qui accueillent des voyageurs vélo, donc c'est toujours à titre gratuit, etc. La famille qui nous accueillait, ils étaient tous les cousins, ils étaient tous docteurs en histoire, en architecture, en philosophie. Donc les conversations que tu as avec eux sont... Ouais, j'étais au plein milieu du désert et je parlais de Derrida et de Jean-Paul Sartre avec un Iranien. Donc c'est aussi d'une richesse incroyable. Tu parles pas de foot et de Lionel Messi, quoi. Ouais, je vois, d'accord. Bah, c'est cool ça. Donc l'Iran et la Géorgie, c'est vraiment des pays qui vous ont marqué et peut-être aussi surpris parce que c'était pas ce à quoi vous vous attendiez, c'est ça? L'Iran, je m'attendais à une hospitalité quand même assez incroyable, mais pas à tel point. Et la Géorgie, je savais pas trop. Enfin, j'avais vu quelques photos, quelques récits, mais je pensais pas que c'était si varié, si magnifique. Bon, après voilà, après l'Iran, il y a quand même des choses qui sont moins plaisantes. Il y a les militaires, il y a les polices secrètes, etc. On a eu affaire à eux quelques fois et c'était pas hyper agréable. Ah oui, d'accord. Tu veux nous raconter ou pas? Ouais, je peux te raconter. Ouais, c'est un peu long, mais en gros, je me suis fait mettre en joue avec une Kalachnikov. C'est sympa. Ouais, ça fait des souvenirs. Non, c'est une histoire assez longue à raconter, mais on s'est retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis en fait, j'ai réalisé que l'endroit où on était devant, c'était une caserne militaire, mais c'était difficile à voir au départ. Et donc il y a un type d'un Mirador qui m'a appelé
Donc, il était même pas en treillis, donc c'était bizarre. En fait, je prenais des photos, mais pas de la caserne, je prenais des photos des montagnes avec Léa, etc. Et donc, il se montre lui-même, avec son index, il montre mon appareil photo en disant, ouais, prends une photo de moi, ou un truc comme ça. Et je savais qu'il fallait surtout pas faire ça, enfin, ne surtout pas prendre, en voyage, ne jamais prendre de photos de militaires, et encore moins de militaires iraniens. D'accord, ouais. Et donc, je fais un nom poli, etc., comme ça. Et je pense que, voilà, il s'emmerdait dans sa journée, je sais pas ce qui lui passait par la tête. Et du coup, il me vise comme ça avec sa Kalachnikov. Oh, mon J'étais Dieu. à 15 mètres, 15-20 mètres. Donc là, ouais, mon petit cœur battait la chamade. Et du coup, je me suis dit, dans ma tête, il va pas tirer, j'ai rien fait de mal. Enfin, voilà, donc, c'était un peu bizarre, j'étais avec mon vélo, et du coup, je sortais de mon champ de vision, tu vois, en pas de crabe. Ouais. Donc ça ressemblait à rien. Et à ce moment-là, quand je commence à me décaler, tu sais, il recharge avec le cran de sécurité, Oh là, là là. sa calache. Donc t'as le bruit métallique. C'était assez affreux. Donc finalement, j'ai réussi à ressortir du champ de vision. Léa, elle s'était pas trop rendu compte de ce qui s'était passé. Ouais, bon, il s'est passé plein d'autres trucs, mais en gros, on a réussi à s'en sortir. Et ensuite, ouais, dès qu'on passait devant une caserne militaire, il y avait toujours des militaires mais là, de façon hyper gentille, ils voulaient nous dire bonjour, bonjour. Et moi, je regardais pas, je fonçais le plus rapidement possible Ouais, pour je comprends, sortir du ça champ t'a de vision. servi de leçon. Ouais. Et ouais, sinon, l'autre épisode qui était pas très plaisant, on était au milieu du désert vers la centrale de Natanz. Donc c'est là où ils enrichissent de l'uranium. Ouais, ils sont assez précautionneux vis-à-vis de tout étranger qui pourrait passer à proximité, ça je le savais. J'étais en contact avec d'autres voyageurs vélo qui me disaient ouais, tu peux passer, il y a pas de problème, ils vont contrôler vos photos et tout, mais c'est bon. Et en fait, à peu près à 2 kilomètres de cet endroit, il y a une voiture qui s'arrête sur le côté, et donc il y a un type qui descend, et bon, il parlait pas du tout anglais, ni français, ni rien, donc je lui dis ouais, on passe par là, il me fait non, vous devriez pas et tout. Et je lui dis je lui dis sur mon téléphone avec Google Translate, ouais, mais on m'a dit qu'on pouvait passer par là, il y a pas de problème. Et là, il me mime en fait les menottes. Ah oui. Et après, il monte sa carte et il montre que c'est un militaire en fait. Mais là, il était habillé en civil. Et donc, je sais pas ce qu'il savait ou que moi je ne savais pas, mais du coup, on a décidé de rebrousser chemin. Et là, on avait plus d'eau, il fallait repasser tout le désert en chemin inverse. Enfin, c'était un enfer. Vache. Ah ouais, tu m'étonnes. Oh. Ouais. En espérant que c'était bien une vraie info qui t'est donnée. Ouais, enfin, le regard qu'il m'a lancé et en tout cas, en montrant sa carte, je suppose que, ouais, il fallait mieux pas tenter. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de rencontres aussi? Parce que tu dis que toi, c'est avant Ouais, tout les rencontres qui te plaisent dans le voyage. ouais. Est-ce que tu veux nous en raconter certaines? Oh, on a eu des dizaines de rencontres magnifiques, vraiment. C'est difficile comme ça d'en choisir une en particulier, mais je pense que il y en a une notamment que j'ai beaucoup aimée, c'est avec Léa, on a vraiment beaucoup aimé cette rencontre, et puis ce sont devenus vraiment des amis. On se contacte régulièrement. On était dans la province de Fars, donc toujours en Iran. Donc c'est un peu au nord c'est entre Isfahan et Shiraz, donc à peu près au centre de l'Iran. Et en fait, dans cette province, il y a un peuple nomade qui s'appelle les Qashqai. Donc les gens connaissent le Qashqai à cause du C'est ça, Nissan oui. Qashqai, ce qui est un peu triste. Donc ce sont des nomades qui vivent de pastoralisme, notamment avec beaucoup de chèvres, de tapis, etc. Et en fait, on passait par cette région qui est d'ailleurs assez magnifique avec ses montagnes, ses déserts. Donc on s'est juste arrêté avec Léa un moment au déjeuner pour faire une pause. Et puis là, il y a un type entre guillemets qui débarque et nous dit ouais, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez. Donc il s'appelait Reza et il me dit venez déjeuner à la maison. Il y a ma mère qui a cuisiné ça, c'est un gourmet sabzi, donc c'est un plat local iranien qui est délicieux, qui est fait notamment si je me rappelle bien comment ça s'appelle? Mince, des noix. Bon, on va dire avec des noix. Et voilà, normalement, quand on est petit, on t'apprend si un monsieur qui vient à la sortie de l'école et Mais qui te oui, propose des bonbons, il faut pas le suivre. Mais là, après tous ces mois de voyage, il y a vraiment, je pense que tu as dû voir ça avec d'autres voyageurs, c'est-à-dire que t'as un peu un sixième sens qui se c'est développe. ça. Tu sais si la situation est craignos ou pas.
Et bah là, tous les voyants étaient au vert, donc bien sûr, à travers son visage, son regard, tous les voyants sont verts, donc on dit OK. Et donc voilà, on débarque chez eux. C'est vraiment une famille. Eux, ils sont devenus sédentaires depuis une génération. Donc ils habitent dans une maison, ils habitent plus sous une tente comme nous. Mais je pense que ça aussi, ça leur a parlé, le fait qu'on soit nomades avec notre tente, à se déplacer tous les jours. Et donc voilà, on a passé ensemble un repas qui était vraiment génial, notamment avec sa mère qui s'appelle la mère de Reza qui s'appelle Zara. Zara, elle était hyper impressionnée par Léa, une Vietnamienne qui se retrouve ici en plein milieu de l'Iran sur un vélo. Ouais, il y avait un choc des cultures qui était assez incroyable. Et moi, j'avais l'air d'un Iranien avec ma barbe. Ah oui. Beaucoup de gens me prenaient pour un Iranien. D'ailleurs, on avait deux prénoms en Iran. Elle, on l'appelait Leila. Ça se comprend, Léa, Leila. Et moi, je me suis baptisé Mustapha. Donc, tout le monde m'appelait Mustapha. Et donc, Zara, elle a beaucoup accroché. Et puis, donc, après le déjeuner, Léa, elle a fait une sieste. Et normalement, on devait continuer, mais on savait pas trop où dormir pendant la nuit. Et donc, Reza, il nous a dit, bien sûr, dormez à la maison, ça nous fait hyper C'est bien. incroyable, ça, cette hospitalité. Ouais. C'est Et fou. certains, ils nous disaient, ouais, restez une semaine, un mois, tant que vous voulez. Donc, C'est fou. un peu incroyable. Et donc, Léa dit bien sûr, ok. Et donc là, Zara, elle s'affaire et tout, elle cherche dans ses affaires. Et en fait, elle sortit une robe de mariée, en fait, une robe de mariée traditionnelle Qashqai. Donc, c'est plusieurs niveaux, etc. Elle voulait absolument la faire essayer à Léa. Et ça, c'était magnifique, parce que Léa l'a mise, elle était magnifique dedans. Et ouais, ça fait des photos et des souvenirs vraiment incroyables tous ensemble. Ouais, voilà, c'est des choses complètement auxquelles on pouvait absolument pas s'attendre, qui arrivent. Et puis ouais, des amis qui le resteront pour longtemps, j'espère. Et est-ce que tu veux nous partager d'autres rencontres? Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rencontre? Oui, il y avait Fanny qu'on a rencontrée sur les routes de Suisse. Non, on a eu une très belle rencontre c'est plus un moment et une rencontre à la fois, c'est en Birmanie. En fait, en Birmanie, c'est un pays assez compliqué pour les voyageurs en vélo parce que tu ne peux dormir, tu n'es autorisé à dormir que dans des hôtels qui ont la licence pour les étrangers. Ah ouais. Tu n'as pas le droit d'être hébergé par l'habitant, dormir sous la tente, ou dormir dans un hôtel hors des licences Ah ouais, d'accord. gouvernementales. Et en fait, notamment dans le nord-ouest du pays, 2 hôtels pour étrangers, ils peuvent être séparés par plus de 200 kilomètres. Donc, à vélo, c'est un peu compliqué. C'est ça, ouais. Et en fait, tu joues au chat et à la souris avec la police en permanence, à essayer de dormir dans une pagode, ou à te cacher dans la jungle sous la tente, vache. à repartir au petit matin. Mais donc tu dors pas très bien en général, parce que tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit. Et finalement, on a trouvé, c'était durant les premiers jours en Birmanie, on a trouvé un temple magnifique. Donc on est arrivé, on a bien fait en sorte que personne du village ne nous voit arriver dans le temple, parce qu'il y a toujours des indices qui indiquent à la police Ah ouais. s'il y a des étrangers dans le coin. Mhm. Et donc là, on va voir le moine principal de la pagode en lui demandant est-ce qu'on peut dormir ici, etc. Et là, il dit oui tout de suite, mais il nous dit ouais, cachez-vous au vélo, etc. Parce que lui, il savait que fallait pas que la police nous voie. Et donc, on était tous les deux avec Léa dans une pagode gigantesque, avec les autres moines qui s'affairaient à leur tâche. Et puis, en fait, à la tombée du soleil, à la tombée de la nuit, il y a eu le coucher de soleil. Il y a eu le moment de la prière. Donc, Léa, elle est bouddhiste, donc pour elle, c'était quelque chose de très particulier. Et donc, en fait, on s'est mis derrière les moines, les 3-4 moines, le moine principal. Et puis, donc, il récitait un type de mantra qui était assez incroyable à entendre dans cette pagode. Ça résonnait, etc. Et puis, à la fin, il y a un des jeunes moines qui a tapé un gong au fond de la pagode. Les 3-4 intonations avec des tonalités différentes. Mais après, ça fait une espèce de symphonie qui était incroyable à écouter. Et ouais, on est resté comme ça avec les moines à dormir dans la pagode, à refaire la prière le matin avec eux. Et puis après ils nous ont invités pour le petit déjeuner et puis ouais, on est parti. Et ouais, c'était un moment incroyable de sérénité, de beauté, c'était splendide. Et du coup, justement, je voulais parler des moments forts aussi de votre voyage. Est-ce que peut-être que tu peux nous retracer votre parcours, tout ça, le périple en général, quoi, par étapes, on va dire. Les grands tronçons du trajet, on va dire, c'était France jusqu'à la mer Noire.
Donc là, c'était en gros 5000 kilomètres. Et pour nous, c'était déjà incroyable d'être arrivé à la mer Noire à vélo. Enfin, c'était... Donc déjà, je pense psychologiquement, on avait passé un stade, notamment pour Léa, en se disant ouais, on l'a fait. Et là, on prend le bateau. Ça faisait une coupure, notamment aussi de prendre le bateau et d'arriver en Géorgie pour la suite du voyage. Et donc là, oui, par exemple, au niveau des donations, on était dans les temps. Et je pense que c'était pas mal de faire des donations, des dons qui suivaient, qui étaient équivalents au nombre de kilomètres, parce que les gens voyaient si on était en retard ou en avance. Et ça, certains, ils voyaient qu'on était de temps en temps un peu en retard, donc ils disaient allez, je vais donner pour me remettre dans les temps. Et surtout, ce qui était incroyable, c'était que chaque don généralement était accompagné d'un message. Donc de temps en temps, c'était des petits messages, mais de temps en temps, c'était des très longs messages où les gens disaient qu'ils étaient vraiment inspirés par ce qu'on faisait, par le projet, que même leurs enfants, ils suivaient au jour le jour sur une carte où on se trouvait dans le monde. Donc c'est sûr que dans ces moments-là, tu te sens investi d'une mission ouais, tu te dis je peux particulière. pas arrêter quoi, c'est pas possible. Ouais, clairement. Et justement dans les moments difficiles, je pense que ça a beaucoup joué le fait de se dire bah on peut pas abandonner. On n'a jamais songé vraiment à abandonner à 100%, sauf peut-être tout à la fin en Vietnam à cause du coronavirus. Mais ouais, on a dans les moments très difficiles, c'est ça qui faisait tenir. On disait ouais, il y a des gens qui comptent sur nous. Les écoliers comptent sur nous, on peut pas s'arrêter comme ça. Donc là, il y a eu, ça c'était le premier tronçon France-Bulgarie. Ensuite, on va dire Géorgie jusqu'au sud de l'Iran, jusqu'à Shiraz. Donc ça, c'était une grosse partie du voyage, notamment le passage de l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan, c'est un monde 100% d'hommes. Les femmes n'existent absolument pas dans l'espace public. Donc ça pouvait être un peu intimidant de temps en temps pour Léa. Vraiment, H24, on était avec des hommes quand on allait prendre le thé au marché, partout. Et ouais, on a eu vraiment la route de l'enfer, je crois, en Azerbaïdjan. C'était au sud du pays. Avant d'arriver en Iran, on était sur une route qui était en travaux. Donc on a passé 2-3 jours sur une route cabossée avec de la pluie, de la boue. Il y avait les chiens de berger, ça s'appellent les Kangals. Là-bas, c'est des monstres de muscles, c'est des lions. Et ils chassent en groupe, etc. Donc on s'est fait encercler plusieurs fois. Enfin, c'était sous la pluie. Enfin, c'était galère. Et juste pour l'anecdote, on s'était retrouvés. Il pleuvait donc sur cette route de l'enfer au sud de l'Iran. Et donc on s'est abrité sous un toit de tôle. Et là, il y a un type qui ouvre la porte, qui regarde et qui nous voit et puis il nous fait rentrez, prendre le thé ou je sais pas quoi. Et là, l'ambiance était un peu bizarre. Et puis là, il y a une femme qui sort à moitié dénudée et en fait, c'était une prostituée. En fait, on était tombé dans un bordel. Et ouais, donc l'ambiance était un peu bizarre. Donc on a vite fini notre thé et on est reparti. Donc finalement, la seule femme qu'on a vue de près en Azerbaïdjan, c'était une prostituée. Donc un peu bizarre. Et donc ouais, et après ouais, au niveau notoriété, je pense ouais, dans cette partie-là, on va dire de la Géorgie à l'Iran, de par les photos, les récits et le côté vraiment aventure, parce que je pense que quand les gens voient que tu traverses l'Iran en vélo, ils se disent ouais là c'est pas des rigolos, c'est pas des rigolos. Ouais. Et ouais là ça commençait à pas mal grandir. Ouais au niveau des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et puis au Vietnam aussi, ça les intéressait de plus en plus. Ensuite on a pris l'avion de Shiraz en Iran à Delhi en Inde et là on a fait toute la partie d'une traite en vélo. Jusqu'au nord du Vietnam et puis on a descendu tout le Vietnam du nord au sud durant le coronavirus. Ouais, donc ça c'était compliqué, il y a eu pas mal d'expériences. Et là ouais, au fur et à mesure qu'on se rapprochait du Vietnam, les dons ont vraiment augmenté et puis il y a notamment une équipe de télé qui était venue nous rencontrer quand on était en Birmanie, à Bagan, avec ses milliers de pagodes, etc. Donc ils étaient venus spécialement du Vietnam pour nous, donc ça c'était vraiment super. Ouais, on est passé, on va dire, sur l'équivalent de TF1 au Vietnam, donc ça fait aussi une super notoriété quand on est arrivé là-bas. Ah ouais, mais c'est vraiment cool. Ouais. On peut peut-être dire finalement combien d'argent vous avez réussi à collecter parce que je pense pas qu'on l'ait dit encore en plus. Non, on a récolté, je crois, 17 500 $, quelque chose comme ça. Donc ouais, pour certains c'est bien, pour d'autres c'est pas beaucoup. Moi je sais pas trop, mais je sais juste que ouais pour l'école en tout cas ça a grandement aidé. Et puis aussi on a donné une notoriété aussi à cette association, donc il y a eu pas mal de bénévoles qui ont voulu aider. Je sais qu'il y a eu des potentiels contrats de sponsors d'entreprise. Donc voilà, c'était
ça, c'était pas que financier. On a donné aussi une audience un peu en dehors du Vietnam. Ah, c'est vraiment génial. Combien de temps ça a duré finalement ce périple? Je crois que ça a duré quasiment un an. Ah ouais, c'est génial. Donc vraiment une année de coupure. On roule, on Ouais, c'était fou. voyage, on se vide la tête et puis on avance quoi. C'est vraiment super. Ouais, c'était même plus qu'une coupure. Ça a été, Ouais, ouais, pour nous en tant que jeune couple qui venait d'être mariés et puis surtout pour Léa, moi je savais à peu près, je savais pas exactement à quoi m'attendre, mais je savais à peu près à quoi m'attendre. Surtout pour Léa, ça a vraiment agrandi son horizon et puis les rencontres vraiment dignes avec tous ces gens dignes de confiance, ça l'a beaucoup transformé, je pense. parce qu'elle voyageait peu avant toi par exemple, même pas. Non, quasiment pas. Hmm. Et puis au Vietnam, les gens sont très gentils, accueillants, s'ils te connaissent, si t'es l'ami d'un ami ou dans le cercle familial. Mais accueillir quelqu'un que tu connais pas chez toi, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Donc elle était hyper surprise au départ en France, quand des gens nous accueillaient chez eux et nous traitaient comme des membres de leur famille ou des amis proches. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Ouais, je pense que ce genre d'expérience, ça doit vraiment, vraiment ouvrir l'esprit, quoi. Ça va être un truc de fou. Quand tu vis ça tous les jours, ou comme tu dis en Ouais, Iran, où t'aurais pu rester des mois, quoi, finalement, sans ouais. rien dépenser. C'est vrai que ça doit vraiment être dingue, quoi, à découvrir comme ça. Mm. Non, et je pense qu'un enseignement aussi, c'est que je pense ouais, t'es un peu l'artisan du monde que tu souhaites créer, c'est-à-dire que si nous on était dans une attitude ouais vraiment ouais de voyage, de partage très on va dire positive, et je pense que ouais ça aimante beaucoup de gens, soit des donateurs justement ou des gens qui ont voulu nous aider quelles que soient les conditions durant notre voyage. Donc ça, je pense, c'est pas attendre qu'on vienne te chercher dans ton coin, c'est vraiment faire les choses qui toi, qui ont du sens pour toi. Et je pense que naturellement, ça va inspirer d'autres personnes et ça va agréger plein de personnes qui ont envie de faire comme toi ou qui ont envie de bien faire en fait. Mm. Ouais, oui, je comprends. Mais alors, du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel, ce voyage? Qu'est-ce que ça a nourri chez toi, finalement, ce voyage? Ouais, vraiment le don immédiat de soi authentique envers l'inconnu ou le voyageur. Je pense que ça c'est quelque chose de très important. Ouais, de faire au maximum ouais la part de l'autre. Ça c'est, je pense, c'est quelque chose qui m'a. Enfin, j'étais déjà un petit peu comme ça, mais ça m'a encore plus renforcé Ouais, de c'est ce ça. Ça t'a côté-là. conforté dans cette voie. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis je pense aussi il y a un aspect qui est peut-être propre au vélo ou au voyage au long cours, tu vis finalement au rythme du soleil, de la nature, dans ta tente. Ouais, c'est vraiment être en phase avec ouais le cycle du soleil, de la nature. Se contenter vraiment, le fait aussi en vélo de faire un effort physique. Quand tu manges quelque chose, quoi que ce soit, t'es content. Quand tu bois de l'eau, t'es content. C'est ce bonheur des petites choses simples, de la nature, des choses naturelles, qui finalement suffisent amplement. Et puis, ouais, d'être au milieu de nulle part comme on l'a été en Iran, et de voir un ciel étoilé sans personne autour, c'est inestimable en fait. C'est des choses qui ont beaucoup plus de valeur que tout le reste. C'est inspirant. J'aime entendre ce genre de discours. Et pour votre couple, du coup, est-ce que ça s'est bien passé? Et peut-être, ça a sûrement apporté plein de choses à votre couple, ce genre de périple. Ouais. J'imagine que ça apporte toujours, on en ressort toujours plus euh, grandi et plus On s'était dit qu'on aurait peut-être dû le faire avant le mariage pour vraiment se pour se tester et tester, être c'est sûr. ça, ouais. Mais bon, finalement, de le faire après, moi, on avait pas le choix que de rester ensemble. Finalement, c'était pas mal. Non, mais, non, plus sérieusement, oui, non, en tant que couple, ça nous a énormément, je pense, apporté. Je pense on s'est toujours construit, je pense, dans l'acceptation de l'autre. On n'a pas essayé de correspondre à l'image que l'autre souhaitait se faire, du mari ou de la femme parfaite. Ce voyage en vélo, ça a été comme ça, en fait. Je connaissais les faiblesses, les forces de Léa, elle connaissait mes forces et mes faiblesses, et on s'est vraiment bien complété. Par exemple, elle, bien sûr, physiquement, sur le vélo, elle était peut-être un peu plus limitée, donc je prenais beaucoup de temps et d'énergie pour faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures conditions pour arriver jusqu'au bout du voyage. Et, euh, et elle, de son côté, bah, il y avait aussi, ouais, on va dire une attention de tous les jours. Et puis elle a pris, c'est assez marrant parce qu'elle a pris finalement
un peu l'ascendant, pas psychologique, mais elle a pris les choses en main, notamment en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Birmanie. J'avais certains doutes, certains moments compliqués, ou en Vietnam aussi, mais c'est elle à ce moment-là qui disait ouais non, il faut qu'on continue, t'inquiète pas. Donc ouais, on s'est bien complété, je trouve, tout au long du voyage. Finalement, oui, Et puis vous relayez un petit peu ouais, pour se motiver, pour se faire avancer, etc., quoi. ouais, exactement. Et bah maintenant, à l'heure actuelle, ça va faire plus d'un an que ouais ce voyage s'est terminé. Pour nous, on essaye justement, on se dit maintenant quand même on traverse des petits moments difficiles où il y a quelque chose à finir. Je dis rappelle-toi cette montagne ou ce col, on n'avait pas le choix, il fallait le finir à deux. Et voilà, c'est compliqué, mais une fois que t'es tout en haut, bah t'es hyper heureux et t'as toute la descente à faire. Donc on utilise souvent des images du voyage ou de gravir une montagne en vélo. C'est des images qui reviennent souvent. Donc ça nous aide à beaucoup relativiser des petits problèmes du quotidien qui n'en sont pas C'est vraiment. ça. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, vous vous êtes rencontrés, vous êtes quand même d'une culture très très différente chacun, vous n'avez pas la même langue. Et finalement, ce voyage, ça vous a permis de créer un petit peu... Bon, c'est bizarre de dire ça, votre culture de couple, mais en gros, c'est ça, parce que finalement, Ouais, vous avez maintenant les mêmes références, vous avez réussi à recréer, en tout cas, ouais, des points similaires où vous avez ressenti exactement les mêmes choses. ouais, exactement. Ouais, ça, je pense, je pense que ça a été fondamental, pardon, et je pense que, on le réalise pas encore, mais je pense que le voyage qu'on a eu, il aura des implications durant toute notre vie, c'est certain. Oui, c'est clair. Vous en êtes où maintenant dans le sens où, après un voyage comme ça, on remet peut-être en question pas mal de choses. Professionnellement, déjà, tu disais que Léa n'aimait pas forcément ce qu'elle faisait. Toi, c'était pas non plus le job de tes rêves, c'est ça? Non, c'était un très bon job, mais je me Mm, voyais pas faire ça c'est toute ma ça. vie. Ouais. Mm. Où est-ce que vous en êtes maintenant, un an après ce voyage, professionnellement, on va dire? Après, oui, on a compris aussi que, disons que d'entreprendre un tel projet, ça nous a donné beaucoup de confiance aussi en nous, et donc on a décidé de créer finalement notre propre entreprise, donc dans deux domaines hyper différents. Moi, je suis en train bon, le coronavirus a un petit peu retardé tout ça. Depuis longtemps, avec un ami, on souhaitait créer une distillerie de rhum au Vietnam, une rhummerie, Ah, parce qu'il y a la très génial! bonne canne à sucre au Vietnam. Bah oui! Donc ouais, vraiment faire un rhum bio, Ah, c'est génial. très local. Donc ça, c'est dans le centre du Vietnam. Donc ouais, c'est un projet pour lequel on met toute notre énergie en ce moment. Et puis Léa, elle voulait créer, elle était plus attirée par tout ce qui était mode, design, etc. Donc elle souhaiterait créer sa propre marque Ah, super. de robe sur mesure et notamment peut-être de robe de mariée. Donc voilà, c'est Ouais. deux domaines On est sur différents, deux trucs différents, mais bon, quand on se marie, ouais, on boit. Donc, voilà. Oui, il faut des bouteilles. tu pourras C'est ça. sponsoriser les mariages des mariés qu'elle habillera. On peut faire un package. C'est ça. On va passer à la dernière question de notre échange, si a été dit, en tout cas dans les grandes lignes. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre chouette voyage. Ça m'a fait super plaisir d'en découvrir un peu plus que la vitrine Instagram qu'on a finalement. Et j'aimerais te proposer de conclure cet épisode en incitant des personnes à oser finalement réaliser un rêve qu'ils ont dans un petit coin de la tête, un voyage un peu fou qu'ils n'oseraient pas faire. Et ben, je te propose de leur donner un petit mot d'encouragement pour la fin. Merci encore une fois, Adèle, pour ce podcast de super bonne qualité à travers tes questions. Merci. Non, ce que j'aimerais dire ouais, il y a une chose dont on n'a pas parlé, ouais, c'est justement du fait que j'ai écrit un livre sur ce voyage. Oui, tout à fait. Ouais, non, c'est un livre que j'ai écrit qui retrace ouais tout le voyage de la France jusqu'au Vietnam, donc avec des photos, les anecdotes, etc. Donc c'est un beau livre qui fait, je crois, plus de 400 pages, qui s'appelle Un duo vers l'inconnu. Le message de ce livre, c'est, enfin, je fais pas du tout un spoiler, mais le message de ce livre, c'est vraiment deviens ce que tu es, deviens ce que tu es, on va dire nietzschéen, du philosophe Nietzsche. Donc en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en nous, il y a des forces, voilà, il y a des forces qui nous veulent. Donc lui, il appelle ça des instincts. Il y a des forces qui nous veulent et qui nous désirent. Et en fait, il faut les expérimenter. Il faut aller vers ce qu'on est en fait. Et j'aurais pu rester dans mon entreprise, voilà, avoir une vie confortable, un bon poste,
une vie de famille, etc. Mais c'était pas au premier abord l'instinct en moi qui parlait le plus fort, et c'était vraiment l'instinct du voyage. Et je pense que en nous il y a des choses qui nous dépassent et qui nous définissent à la fois. Et donc il faut essayer de les suivre au maximum. Et je pense que il faut surtout pas attendre, se dire je vais attendre vraiment que ça soit le bon moment pour le faire. Parce que c'est le meilleur moment parce que déjà ça sera jamais le bon moment ou le meilleur moment pour le faire. Et si on était dans cette logique avec Léa, si on avait repoussé, je sais pas moi, d'1 an, histoire que Léa soit tout à fait prête, ou qu'on ait un budget exactement suffisant pour le voyage, on serait peut-être parti 1 an plus tard, et 1 an plus tard, il y aurait eu le coronavirus 6 mois avant qu'on arrive au Vietnam, et on aurait dû arrêter le voyage en plein milieu avant de rentrer au Vietnam. Les frontières au Vietnam, elles se sont fermées quelques jours après qu'on soit rentré, donc on a eu beaucoup de chance sur 1 an en fait. Ouais, donc finalement c'était sur le moment, ça paraissait peut-être pas le moment idéal, mais maintenant quand tu regardes, tu te dis en fait c'était parfait. C'est ça, donc je pense voilà, tous ceux qui écoutent ce podcast, c'est si vous avez vraiment quelque chose, vous avez envie de faire un rêve, faut le faire. Mettez toute votre énergie pour le faire le plus rapidement possible, parce que ce soit les événements de la vie, les imprévus, etc. Il y a peut-être d'autres choses qui vont faire que ça ne se fera pas et vous le regretterez. Donc c'est un petit peu mon mot de la fin. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté déjà et pour effectivement ce petit mot de la fin de qualité. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Adèle et à bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.